Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous. Bienvenue sur Polynésie la Première. Voici les titres de votre journal. Avec 200 lits d'hospitalisation, l'hôpital du Taoné est prêt en cas d'une seconde vague de Covid-19. Immersion dans quelques instants au service des urgences. À J-4 de l'ouverture des vols à l'international, vous le savez, les hôteliers, pensions de famille et prestataires touristiques de Polynésie attendent avec impatience l'arrivée des visiteurs étrangers. Seront-ils au rendez-vous? À ce sujet, nous écouterons les précisions du représentant du groupe hôtelier Beachcomber Polynésie, Guillaume Épinette. Il est notre invité ce soir. Et puis, gros plan sur le numéro 2 du Tabini. Anthony Géros a réussi à l'âge de 64 ans ce dimanche à s'emparer de la commune de Paea. Son portrait est à découvrir dans ce journal. Enfin, justice, l'affaire JPK revient sur le devant de la scène. Mary Tatarata et Francis Tin demandent l'annulation de leur mise en examen pour meurtre. À J-4 de l'ouverture des vols à l'international, le centre hospitalier du Taoné est prêt à recevoir des malades atteints du Covid-19, qu'ils soient touristes ou qu'ils aient été contaminés par ces derniers. Le dispositif d'hospitalisation reste le même, mais aujourd'hui, le CHPF dispose de 60 respirateurs supplémentaires et d'autant de lits en réanimation, avec bien sûr la possibilité de soigner jusqu'à 200 malades du Covid. Les explications de Nicolas Suir et Hiro Terorotua. Un point de tri des patients Covid-19 existe encore aujourd'hui aux urgences du centre hospitalier du Taoné. Dans l'éventualité d'une recrudescence du nombre de cas, un deuxième point de tri reprendra du service. C'était un tri pour gérer les patients, avoir une filière Covid et une filière non Covid, et ensuite gérer la gravité des patients. Les cas suspects sont transférés dans le bloc d'accueil des urgences vitales. Ici, 3 espaces de soins classiques et un 4e hyper sécurisé. Si le patient est très grave et qu'il faut des gestes invasifs, des gestes qui vont être contaminants en fait, pour le personnel, on passe alors à ce moment-là dans ce secteur, qui est un secteur en fait, dédié, hyper sécurisé, dans lequel en fait, on va réaliser des gestes plus invasifs, des gestes de réanimation. Et on va préparer donc, le patient pour un transfert en réanimation. En cas de deuxième vague, le service d'hospitalisation des urgences peut accueillir une douzaine de patients. Chaque chambre serait alors entièrement dédiée aux malades du Covid-19. C'est surtout une chambre dans laquelle on va rentrer habillé, c'est-à-dire avec le masque FFP2, bon c'est pas celui-là bien sûr, un autre masque, la visière, la charlotte et la chasuble et les surchaussures. En s'appuyant sur les expériences des hôpitaux internationaux et possédant désormais 60 respirateurs, le CHPF pense pouvoir accueillir bien plus de malades atteints du Covid-19 qu'avant le confinement. On a imaginé un plan qui va jusqu'à 120 lits dédiés à Covid, voire même 200 dans un scénario le plus extrême. Et à cela, il faut rajouter les lits dédiés à réanimation. Là aussi, on a une montée en puissance qu'on a imaginée. Un service de réanimation qui initialement est doté de 18 lits, qui dans un scénario extrême pourrait être amené à prendre 60 patients en réanimation. Sans oublier que les patients présentant des symptômes légers pourraient être confinés chez eux ou dans des centres dédiés. Autant de mesures rendant le personnel de l'hôpital relativement confiant. Et le premier vol d'ATN depuis Paris via Vancouver se posera à l'aéroport de Faa'a le 3 juillet. Et vous le savez, les hôteliers, les pensions de famille, les prestataires de Polynésie attendent avec impatience donc l'arrivée de ces visiteurs étrangers. Sont-ils au rendez-vous? Guillaume Épinette, merci d'être avec nous ce soir. Vous représentez le groupe Beachcomber en Polynésie. C'est aujourd'hui 6 hôtels et près de 900 salariés à Tahiti, Bora Bora et Tetiaroa. Le ciel polynésien s'ouvre enfin. Est-ce que vous êtes soulagé? Écoutez, c'est une bonne nouvelle de pouvoir redémarrer l'activité, même si on reste dans un environnement qui est encore très incertain. La reprise des vols avec le maintien de la septaine sur les 2 premières semaines du mois de juillet nous apporte une perspective de fréquentation très faible. Ensuite, on va effectivement rouvrir complètement à partir du 15 juillet et là on espère pouvoir accueillir de nombreux touristes. Bien que, encore une fois, la visibilité pour le moment reste vraiment très incertaine. Qu'entendez-vous quand vous parlez de manque de visibilité ?
Pour le moment, dans nos hôtels, on a des réservations qui étaient faites depuis plusieurs mois. On voit bien que la circonstance, le contexte international est là aussi très difficile. On voit la situation des États-Unis, la situation en France. Donc aujourd'hui, la vraie question, c'est combien de touristes vont remonter dans les avions pour venir jusqu'en Polynésie. Il est important de reprendre les vols, il est important de revoir des hôtels ouverts, mais c'est vrai qu'aujourd'hui on réouvre avec des réservations en livres qui sont à un niveau très très faible. Votre personnel est préparé aux mesures sanitaires à mettre en place pour ces nouveaux touristes ? Absolument, c'est le gros travail depuis les dernières semaines. Nos employés reprennent le chemin du travail de manière graduelle en fonction des besoins d'opération. Il y a eu un vrai travail qui a été fait sur la réécriture des protocoles sanitaires, sur les nouveaux modes d'application, modes opératoires qu'on doit avoir dans les hôtels, parce qu'il est évident que la situation pré-Covid, c'est une étape un chapitre qu'on a clos. On réouvre un nouveau chapitre maintenant. On réécrit complètement la manière de délivrer le service dans les hôtels. Donc il y a eu cette première étape de réécriture des protocoles, et là on arrive dans la deuxième phase maintenant, qui est vraiment celle de déployer, donc de former les employés, de les mettre en pratique de façon à être prêts pour le moment où les touristes reviendront. Très brièvement, le Conseil mondial du voyage et du tourisme lance un label mondial sur la sécurité et l'hygiène, Safe Travel. Est-ce que cela pourrait vous être profitable ? Je pense qu'aujourd'hui, toutes les références ou tous les labels qui vont garantir des niveaux sanitaires optimum, on le voit dans toutes les chaînes internationales hôtelières aujourd'hui déploient un petit peu leur protocole, leurs références. Un label va venir rassurer les touristes qui vont visiter notre Fénois pour être sûr d'un gage sanitaire et d'un gage de sécurité. Merci beaucoup Guillaume Épinay d'avoir répondu à nos questions. On retiendra donc que la grande hôtellerie manque cruellement de visibilité malgré l'ouverture des vols internationaux, et les réservations sont encore incertaines pour cette haute saison. Et puis peut-être une bonne nouvelle pour les îles. Demain, le pays et la compagnie Air Tahiti pourraient signer la réouverture de toutes les lignes domestiques inter-îles au travers d'une convention. On vous en parlait hier, parmi les candidats qui sont parvenus à remporter le fauteuil de maire à l'issue du second tour des élections municipales. Plein phare sur Anthony Géros, à 64 ans. Le numéro 2 du Taveuni a réussi, au bout de la 5e fois, à arracher la commune de Pa et Hautapura. Son portrait signé Stéphane Ratino et Patita Savia. C'est une matinée dont le rythme dessine déjà les jours d'Anthony Géros. Toutes les minutes seront précieuses, les dossiers attendent sur les tables de la mairie. Sa capacité à fédérer les énergies humaines de Paea sera décisive. Le Tabana le sait, son parcours politique, sa fidélité au Taveuni seront à la fois des marqueurs et un objet d'observation, voire plus de dissection. Car cette alliance bleu-orange, socle de cette conquête électorale, aura un terrain d'expression municipal. Je ne m'en suis jamais dédouané, je suis indépendantiste dans les traits, et que certainement dans mes décisions, dans les actions que je vais mener, on va voir ressurgir bien entendu cette ambition que j'ai de voir mon pays demain souverain. Ça veut dire bien entendu un sens aigu des responsabilités. Son passé de cadre à la mairie de Faa et sa pratique politique forgée par une présence continue à l'Assemblée posent des balises. Il y était ce matin. Mais maintenant, comme Tavana, l'affaire est autre. Il faudra peser de sa personnalité, imprimer un style de gouvernance où la sacralité républicaine de l'élu devra rencontrer un charisme, un tempérament. Ses amis n'ont pas de doute, il a toutes les qualités pour réussir. Tony, c'est comme un métois, mais chacun a sa personnalité. Tavana Jacques Graff, c'était un autre métois. Tony va nous amener une autre image, un métois moderne, on pourra dire. Voilà. Et bien à l'écoute, bien calme. Voilà, toujours à l'écoute des gens. L'objectif primordial, c'était l'eau et stopper la route du Sud. Donc beaucoup de combats devant vous, là? Oui, tout à fait. Il y aura du combat à faire. Ce sera qu'un début pour nous, mais on le fera avec certitude et beaucoup d'efforts.
Ce sera ce vendredi à 9h qu'Anthony Géros sera officiellement maire de Paya. Les derniers détails ont été peaufinés ce matin. La cérémonie sera, dit-il, simple, à l'image d'une méthode que le Tabana souhaite, sans forfanterie. On doit effectivement essayer d'être promoteur dans notre démarche politique, dans notre programme. C'est ce que je disais à mes collègues. Je suis habitué à travailler dans une administration où il y a des baies vitrées devant. Je pense qu'il faut casser les baies vitrées. Il faut aller voir la population et éviter que la population te cherche et essayer de te trouver. C'est à nous de trouver la population. Après 25 ans d'opposition et 45 ans de confiance renouvelée à Jackie Graff, Paya a un nouveau maire, un mandat de 6 ans pour Anthony Géros. Les premiers pas seront importants pour montrer le chemin à suivre. Et puis en ligne de mire, les élections sénatoriales prévues le 27 septembre. La sénatrice du Tapura, Lana Tetuanui, a d'ores et déjà annoncé sa candidature. Au chapitre judiciaire maintenant, l'enquête se poursuit dans l'affaire JPK. Souvenez-vous donc que son ex-compagne Mirita Tarata et Francistin avaient été mis en examen le 28 juin 2019 pour meurtre. Ce matin, ils ont demandé l'annulation des faits qui leur sont reprochés. Lucille Guichet-Tirao et Mirko Vanfo. Ambiance tendue ce matin au palais de justice de Papeete, où la presse n'est clairement pas la bienvenue à l'intérieur. Mirita Tarata et Francistin, l'ex-femme et l'ami du journaliste JPK, demandent l'annulation de leur mise en examen pour meurtre dans ce dossier. L'audience devant la chambre d'instruction va durer près de 5 heures. Leurs avocats ne s'exprimeront pas à la sortie. La famille de JPK espère toujours connaître la vérité. On savait que Jean-Pascal Couraud avait un téléphone portable. On s'est toujours étonné du fait que Mme Tatarata ne l'ait pas utilisé. Elle ne l'a pas utilisé. Elle n'a jamais cherché à le joindre sur son téléphone portable, tout en disant d'une part qu'il s'était suicidé et ensuite qu'il avait disparu. Donc ça aussi, ça fait partie des choses où on se dit elle ne l'a pas appelé parce qu'elle savait qu'il n'allait pas répondre et qu'il n'était plus là pour répondre. Pas de nouvel élément ce matin, mais pour les deux mises en examen, il n'existe pas d'indice assez grave contre eux. L'avocate générale, quant à elle, a requis le rejet de leur demande. 3 anciens GIP restent mis en examen dans cette affaire pour enlèvement-séquestration suivi de mort de la victime. Ces 2 ex-employés du GIP qui ont été injustement harcelés depuis maintenant plus de 15 ans par la police judiciaire, et vous m'excuserez de le dire, relayés par les médias. Donc j'en ai profité pour tenter de sensibiliser la Chambre de l'instruction et demander prononcer une ordonnance non-lieu. Après avoir longtemps suivi la piste politique, la justice explore désormais aussi la piste personnelle. La Chambre de l'instruction rendra sa décision le 29 septembre prochain pour savoir si oui ou non Mirita Tarata et Francistin restent mis en examen. Voilà, laissons le judiciaire de côté. À Rangiroa, des producteurs de l'atoll s'orientent de plus en plus vers le bio. Et bien sûr, il faut être certifié. L'association Biofiti a été sur place la semaine dernière afin que les apiculteurs et autres producteurs locaux puissent obtenir le précieux label bio. Illustration dans les ruchers de Ludwig. Et pour obtenir la certification, des règles s'imposent. Par exemple, les ailes des rennes ne doivent pas être coupées pour lui permettre de se propager naturellement et repeupler la nature. Ce miel méritoime, c'est d'ailleurs très apprécié. On écoute Poetilo au micro de Bélène Ferrou. On est venu à Rangiroa parce qu'il y avait une demande de la part de différents producteurs, que ce soit pour des cannes à sucre, de l'apiculture, de l'huile de coco vierge. Donc là, on vient juste de certifier, de faire une inspection de terrain pour les ruches de Ludwig, pour certifier son miel en bio. Et au Marquise aussi à Nukuhiva, le CED de Taiohae qui forme des étudiants au métier de l'agriculture et de l'élevage jusqu'au baccalauréat professionnel est devenu officiellement depuis le week-end dernier le lycée agricole de Nukuhiva. 3 hectares d'exploitation en plein cœur du village, comprenant l'élevage et l'apiculture. Les équipes enseignantes y ont également développé des parcelles d'arbres fruitiers. Cette année, ils ont repris aussi la culture de la vanille, une formation complète selon le directeur du lycée Frère Rémi Quinton. Il est au micro de Marie Curva. Nous avons une formation dans la durée. Un élève qui sort de 5e et qui va rentrer en 4e va pouvoir continuer sa formation jusqu'en terminale. Ça va lui permettre quoi? Ça va lui permettre de devenir un excellent professionnel parce qu'il aura pratiqué plusieurs fois sur la durée de la formation l'ensemble des activités sur la conduite de la culture. La dernière activité que nous avons développée,
est celle de la serre de vanille qui nous a été mise à disposition pour démonstration grâce à l'Epic Vanille. Et on termine notre tour des îles à Rayaté avec du sport et la première course de Va'a depuis le déconfinement. Organisée samedi par l'association Toumar Ab'a, une cinquantaine de V1 étaient sur la ligne de départ place Temaruhau à Tevaitoa. Certains sont même venus de Huahine et Taha pour participer à ce marathon de 24 km pour les seniors et un parcours plus court pour les dames et les juniors. Parallèlement à la course de Va'a, la mairie de Toumara avait réuni d'autres férus du sport autour d'une prestation de Zumba. Voilà des images de notre correspondant Julien Vesco. Et c'est sur ces images que se referme ce journal dont je vous rappelle l'information principale. À 4 jours de l'ouverture des lignes aériennes à l'international, le CHT du Taoné se dit prêt en cas d'une seconde vague de Covid-19. Il dispose désormais de 200 lits d'hospitalisation. À la une de vos quotidiens, la dépêche titre Air Tahiti reprend toutes ses rotations. Tahiti Info, qui pilote Nuna Atia. Voilà, c'était l'essentiel de l'actualité du jour. Merci de nous rester fidèles. 5h30, vos infos radio. On termine sur ces images peu habituelles qui a surpris donc les habitants de Uapo cet après-midi. Très belle nuit sur la première. À demain. Retrouvez notre journal en replay sur notre site internet. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.